Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 6, la rémunération des auteurs. Ouais, c'est l'épisode spécial dépression. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. On va parler de gros mots, on va parler d'argent, on va laisser entendre que l'auteur n'est pas énergie pure et vie d'amour, d'eau fraîche et de livres. Voilà. Donc en prolégomène, nous sommes d'accord, on n'est pas assez payés. Je crois que nous sommes tous les trois d'accord. Donc, ceci fait... Alors, comment, justement, on n'est pas assez payé, mais comment est-ce que l'auteur est payé? on inspire. J'attendais celle-là. Alors, le système en France, c'est l'auteur est payé en droit d'auteur. Donc, il y a un statut spécifique, c'est pas un bénéfice, c'est pas un salaire, c'est un droit d'auteur. Oui, on parle de ça parce que, en fait, une des choses qu'on se rend compte, c'est qu'on traite aussi un certain nombre de sujets de base sur la façon dont le monde du livre fonctionne. En général, l'expérience prouve que c'est finalement pas tellement connu de l'extérieur. Donc, alors, le droit d'auteur, c'est quoi? En fait, c'est la part réservée à l'auteur du prix de vente du livre. Donc, par exemple, quand vous achetez un livre 20 €, il va y avoir une partie de cet argent qui reviendra à l'auteur. Alors, on parle des droits d'auteur, juste je fais la différence. Il y a le droit d'auteur qui est le cadre de loi qui encadre les droits de l'auteur sur l'œuvre. Là, on parle d'argent. Un autre sujet. Là, on parle juste des droits, c'est-à-dire des royalties, en un sens. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, alors, ce système des droits d'auteur, on va parler du pourcentage du pourcentage lui-même après, mais ce système de droits d'auteur, ça implique quand même une chose, c'est que l'auteur il est payé après, puisqu'il faut que le livre il ait été acheté. Donc un droit d'auteur, c'est quelque chose qui intervient bien après, en général 1 an après, à la reddition des comptes. Donc ce qui est un peu gênant quand même quand on a produit plusieurs mois de travail. Donc quand il y a eu au début du XXe siècle une professionnalisation des auteurs, il s'est instauré un système, le système des avaloirs, qui est une avance garantie, qui est avancée par l'éditeur à l'auteur, en général à l'acceptation du manuscrit, soit directement à l'acceptation du manuscrit, soit à la parution du titre, voilà. Ou soit moitié-moitié, c'est-à-dire une partie à l'acceptation du manuscrit, ou à l'acceptation du manuscrit définitif, soit l'intégralité à la parution du titre. Je pense que c'est important de cet avaloir reste effectivement acquis, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, où un certain nombre d'auteurs de l'âge d'or vendaient bouquin sur bouquin sur bouquin, parce qu'en fait, l'éditeur pouvait tout à fait être fondé en cas de mévente, 2 ans plus tard, à demander que l'auteur restitue les sommes qui avaient été avancées, et il faisait du coup une forme de cavale qui pourrait être, j'imagine, très angoissante, où il remboursait l'avance de l'éditeur précédent avec le bouquin suivant qu'ils avaient vendu, en espérant qu'à un moment il y ait quelque chose qui explose et qui leur permette de rembourser les dettes. Alors en général, quand la valoir est élevée, il y a une espèce d'équilibre implicite qui veut ou de pratique implicite, qui voulait, plus exactement, jusqu'à récemment, que quand un avaloir était élevé, les droits d'auteur étaient faibles, et que quand les droits d'auteur étaient élevés, les avaloirs étaient faibles. Alors oui, juste pour clarifier, imaginons chiffre absurde, mais pour faire simple, je touche un avaloir de 1 000 € sur mon livre, et je touche 10% en royalties sur un prix de vente public, mettons de 10 €. Ça veut dire que je touche 1 € par livre. Tant que j'ai pas vendu plus de 1000 livres, c'est-à-dire 1000 bouquins, 1000 €, les 10%, voilà, je ne touche rien de plus. Voilà. C'est l'éditeur qui a pris, on en a parlé sur l'épisode sur l'édition, c'est l'éditeur qui porte le risque financier. Donc, si ça n'a pas vendu, il y est de sa poche. Si par contre ça va au-delà, je commence à toucher des royalties tous les ans, espérons-le, sur les ventes d'année en année sur les bouquins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, c'est quoi le pourcentage? Oui. Alors, le pourcentage, c'est, on va dire, pour une première édition, c'est-à-dire du moyen format, c'est-à-dire la première fois que votre livre est publié, vous allez toucher entre 8 et 12%. C'est à peu près la fourchette, Mélanie. Parfois moins, mais pour une première édition d'un livre inédit dans un éditeur sérieux, c'est, on va dire, entre 8 et 12%. 12, c'est rare. 12, c'est rare, ouais. Et Parfois pour le poche, et en réédition en poche, en édition poche, là, on va tomber de 7 à 8%.
Et parfois moins. Parfois moins. Mais voilà, en tout cas, pour la littérature adulte, parce que il faut aussi faire remarquer qu'en littérature jeunesse, il y a une longue tradition d'exploitation qui fait que les pourcentages étaient moindres jusqu'à très récemment. La raison historique pour laquelle les pourcentages étaient moindres, c'est que fréquemment, il y avait beaucoup de livres illustrés, et donc la part auteur était divisée entre auteur et illustrateur. Malheureusement, l'usage est resté, qui fait que même quand il n'y a pas d'illustrateur, que le bouquin n'est pas illustré, il y a quand même que cette petite part pour l'auteur. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que quand je dépose un manuscrit chez un éditeur, je demande, moi, 10%. Oui. Pour un manuscrit inédit. Et là, je parle du roman, évidemment. Puisque pour les nouvelles, alors, on pourra en parler parce que c'est pas tout à fait le même système. Parlons des nouvelles. Alors, les nouvelles, ça dépend quand même beaucoup des cas particuliers, mais disons que la particularité de la nouvelle, c'est que très souvent, elle va vivre 2 vies différentes. C'est que souvent, elle va être écrite pour une anthologie ou pour une revue. À ce moment-là, ça va être un travail de commande et on accepte un certain prix. Ouais. C'est un forfait. Ou un forfait. Ouais. Et ça peut être extrêmement variable, là, pour le coup, selon un petit éditeur ou Moi, une fois, j'ai publié dans Le Monde et c'était une somme incomparablement plus élevée que ce que je touche pour, disons, pour un petit éditeur. Et très souvent, les nouvelles vont être reprises ensuite dans des recueils, et à ce moment-là, le recueil est traité en tant que tel, avec les mêmes conditions que le roman. C'est-à-dire que là, la nouvelle va me rapporter comme, je sais pas, un dixième de... Oui, le pourcentage, le système... Voilà. Ensuite, on ne traite plus en tant que nouvelle, mais je traite le recueil en tant que tel, et c'est le même qu'on traite pour un roman. Donc la nouvelle a ses 2 vies, effectivement. D'accord. Mais globalement, on peut dire que un roman, c'est plutôt des droits d'auteur, et une nouvelle, c'est plutôt un forfait. C'est plutôt un forfait, voilà. Générale. J'ai jamais touché de pourcentage sur une nouvelle, je crois pas. En En dehors de cette question de la reprise en recueil. Ça nécessiterait des calculs invraisemblables, parce que ça veut dire qu'il faut faire... déjà, c'est un petit pourcentage, il faut faire ça au prorata de la taille du texte sur... Et malheureusement, on le sait, les anthologies ont tendance à se vendre moins que les romans, donc ça impliquerait des calculs ridicules de fractions de centimes. Ouais. Alors, dans les contrats en fait d'édition, il est indiqué la valoir quand il existe. Oui. Il est indiqué le droit d'auteur en fonction du nombre d'exemplaires vendus. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez tout à fait, c'est courant dans les contrats, d'avoir par exemple jusqu'à 5000 exemplaires vendus, vous allez toucher 8% de droit d'auteur. De 10 000 à 12 000 exemplaires vendus, vous allez toucher 10%. Et au-delà de 12 000 exemplaires vendus, ce qui n'arrive quasiment jamais, vous allez toucher 13% par exemple. Tout à fait. Donc, sachant que les contrats d'édition, ils portent sur l'édition et les réimpressions. C'est-à-dire que quand, par exemple, votre bouquin va être, par exemple, édité à 3000 exemplaires, par exemple, il va être d'abord, il va être imprimé à 3000 exemplaires. S'il marche bien, il va être réimprimé. Ça, la réimpression, c'est-à-dire la réimpression à l'identique de votre livre, il sera soumis exactement au même contrat. Le contrat d'édition, il va déterminer aussi les rééditions. C'est-à-dire que, par exemple, il va dire, voilà, l'éditeur s'arroge le droit de négocier pour vous auprès de l'éditeur poche. Et il va se prendre d'ailleurs, en général, la moitié des droits d'auteur derrière. Mais ce qui est une bonne chose, parce que l'éditeur a les contacts avec les éditeurs. Et puis ça fait partie du risque, il se rembourse du risque qu'il a pris. Tout à fait. Voilà. Et le contrat, il va aussi parler des droits dérivés, des adaptations, BD, etc. Sachant que les contrats d'adaptation audiovisuelle et les contrats en principe numériques doivent faire l'objet d'un contrat à part. Tout à fait. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas. On a parlé du papier en numérique, ça donne quoi, la rémunération? Alors, j'ai pas évoqué, il aurait... je peux le faire. Et je me demande si ça vaut pas le coup de faire un épisode spécial sur le numérique. Parce que ça vaut vraiment le coup de faire un épisode. On fera, mais alors, en gros, sur le numérique, faudrait faire un épisode aussi sur la chaîne du livre. Mais alors, le numérique, en général, les pourcentages sont plus élevés, parce que certains échelons disparaissent dans le numérique. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de stockage. Le stockage, ça coûte des sous sur une écriture comptable. Donc il n'y a pas de diffuseur-distributeur. Alors si, tu as quand même quelqu'un qui est responsable. En général, il y a des diffuseurs-distributeurs, puisque il faut mettre les bouquins dans. Alors il n'y a pas de distributeur. Il n'y a pas de distributeur, voilà, mais il y a un diffuseur. Exactement. Ouais. Puisqu'il faut mettre les bouquins chez Apple, Amazon, Google, et puis toutes les librairies indépendantes, Immatériel, Seven Switch, etc. C'est la même chose maintenant. Voilà. Alors par contre, le libraire, c'est la plateforme. Voilà. Ça c'est remplacé par la plateforme, c'est-à-dire Apple, Amazon, voilà. Et ça, c'est le libraire, c'est la part libraire. Alors la part auteur, en général, dans le numérique, tout le monde est à peu près d'accord
pour dire que la part auteur doit être supérieure. De combien, on sait pas trop. En tout cas, le même pourcentage que le papier, ça, à mon avis, c'est pas une bonne idée, c'est pas possible. Non, mais c'est pas beaucoup plus en réalité. Mais c'est pas beaucoup plus. On tourne autour de 30. Plutôt autour de 30. Enfin, alors justement, cette discussion montre bien que les choses sont pas gravées dans le marbre et que c'est en train d'évoluer. La chose à laquelle j'ai plus ou moins vu, c'est autour de 30% en général. Alors, dans les contrats, moi, que j'ai signés, c'est plutôt 20%. Moi, je vois de 30 à 50, tu vois. Donc, comme quoi. Bon. Mais voilà, ces choses-là, en tout cas, sont toujours en train d'être... Bon, vous voyez pas ma tête, hein, donc... Donc voilà, c'est bien la preuve que l'e-book, les choses sont encore en train d'évoluer et de changer. Il y a eu des tas de dispositions qui ont changé l'année dernière aussi, des choses qui sont entrées dans la loi et tout. Bref, est-ce qu'on peut oser donner... Oui. Je sais pas si vous aviez des choses encore à développer sur strictement la rémunération en tant que... Enfin, le contrat, les pourcentages, etc. Quand on nous pose la question de ce que gagne un auteur, en fait, on focalise beaucoup sur la question des ventes. Et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Alors, d'une part, il y a les reprises en poche, les négociations de vente de droits, je sais pas, pour l'audiovisuel ou autre. Et par exemple, on va toucher pas mal d'argent aussi sur des choses comme des rencontres scolaires. Voilà. Qui est quelque chose qui à la fois est passionnant à faire et qui est très très bien payé. Alors, les droits en bibliothèque, par exemple. La Sophia qui va nous reverser de l'argent sur le... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les droits annexes. Voilà. Mais pareil, ça nécessiterait peut-être ça nécessite presque un épisode à part. Dans la rémunération auteur, il faut savoir en fait de quel auteur on parle. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui. En fait, pour moi, il y a 3 types d'auteurs. Il y a l'auteur de best-seller, l'auteur de mid-list ou auteur de fond, et l'auteur occasionnel, c'est celui qui a un vrai métier. Là, ce dont on parle, on se concentre sur cet épisode, c'est l'auteur de mid-list, c'est-à-dire celui qui vide sa plume. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'abord, peut-on encore être un auteur professionnel, c'est-à-dire un auteur de mid-list, aujourd'hui, sans être auteur de best-seller, justement. Parce que beaucoup ont un métier à côté. Eh bien, Et le fait d'avoir un métier à côté, c'est une façon de dire qu'on ne peut pas en vivre. Oui. Je veux dire. C'est d'ailleurs, je pense que c'est la question à laquelle on a tous droit. C'est d'accord, mais tu fais quoi à côté ? Voilà. Et en fait, moi personnellement, ma définition d'un auteur professionnel, c'est un truc totalement trivial. C'est, pour moi, quelqu'un qui peut se définir comme un auteur professionnel, c'est quelqu'un qui dépasse le seuil d'affiliation à sa caisse des auteurs. C'est-à-dire celui qui dépasse, en droit d'auteur, 8 800 € par an. Vous imaginez 8 800 € par an, ce qui n'est pas grand-chose. Très haut, hein. Par an, hein. Ce qui fait, grosso modo, entre le RSA et le SMIC. Mais tout le monde ne le fait pas, loin de là. Mais tout le monde ne le fait pas, exactement. Donc pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui peut être affilié, qui a la capacité, qui gagne suffisamment de droits d'auteur pour être affilié à la caisse des auteurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement du roman. Ça veut dire que c'est du roman, de la traduction, du scénariste BD aussi. C'est-à-dire que vivre de sa plume, ça ne veut pas dire vivre du roman. C'est quelque chose de plus général. Voilà. On touche à la fin, donc je pense que ça pourra faire un épisode entier, vivre de sa plume. Oui. On pourra entrer en détail sur les différents modes. Il y aura beaucoup de choses à dire, effectivement. Il y aura beaucoup de choses à dire. Voilà, là on a juste donné un panorama général de comment est-ce que l'économie fonctionne. D'ailleurs, je pense qu'on pourra faire ça presque sur tous les échelons de la chaîne du livre. Alors, c'est quoi le calcul finalement ? C'est quand on vend, comme beaucoup d'auteurs, c'est notre cas, tous les 3 dans cette pièce, quand on vend entre 3 et 5 000 exemplaires d'un roman en primo-édition, par volume, ça veut dire qu'il faut publier 2 à 3 romans par an. Plus des rééditions, ou alors un roman et des traductions, ou un roman et des scénarios de BD, ou un roman et des films et activités annexes. Et en général, il faut avoir un copain compatissant. Une copine compatissante. Voilà. C'est ça. Et donc aujourd'hui, il faut aussi voir que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple, parce que les collections qui permettaient une forme de salaire, et dans les grandes années, dans les années 70 et 80, il y avait certains auteurs qui étaient mensualisés, d'ailleurs. Aujourd'hui, ces collections ont disparu. Il y a eu une baisse régulière des ventes de livres par titre depuis les années 90. C'est dû notamment à la concurrence des médias. Ça a abouti à une précarisation des auteurs. Clairement, donc dans les années 80, la plupart des auteurs, quand on leur demandait est-ce qu'on peut devenir auteur professionnel aujourd'hui, ils disaient tous oui. Maintenant, c'est moins évident, et aujourd'hui, les conseils, c'est plutôt se diversifier. Quand on est auteur, il faut essayer d'écrire des romans, d'écrire des nouvelles, d'écrire des scénarios de BD,
d'écrire des scénarios de jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui être auteur c'est ça, c'est être auteur dans plein de médias différents. J'allais dire aussi qu'on se complète aussi à ce niveau-là, puisque moi contrairement à vous, je ne vis pas de l'écriture et j'en suis extrêmement loin au niveau de mes revenus. Par contre, je vis de la traduction. On a mais c'est être auteur d'une certaine manière. C'est être auteur d'une certaine manière, mais disons quand les gens me posent la question est-ce que vous en vivez, et que je leur explique la différence de ce que peut rapporter l'écriture et la traduction, je vois les mâchoires qui tombent, et je pense que les gens se rendent pas vraiment compte de tout cet aspect-là. Tout à fait. On détaillera le sujet dans un futur épisode, je pense, qui s'appellera Vivre de sa plume. Petite citation pour terminer. Alors, citation pour terminer. Donc, c'est une citation de Stephen King sur l'écriture, dans son essai Écriture, et qui nous dit « Écrire n'a rien à voir avec gagner de l'argent, devenir célèbre, draguer les filles ou se faire des amis. En fin de compte, écrire revient à enrichir la vie de ceux qui liront vos ouvrages, mais aussi à enrichir votre propre vie. C'est se tenir debout, aller mieux, surmonter les difficultés. Et faire qu'on soit heureux, d'accord ? Oui, faire qu'on soit heureux. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, soyez heureux. Allez écrire.